Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tonosnet TV dans Débat News. Nous allons faire donc un récapitulatif de l'année 2012 et pour cela, nous avons à voir 4 invités. Monsieur Hedi Ben Abbès, porte-parole du parti CPR, bienvenue. Bonsoir. Monsieur Ahmed El Hammemi, j'ai bien prononcé? Oui. Membre du Conseil de la Shura et membre du parti Ennahda, bienvenue à vous. Nous allons aussi recevoir donc Monsieur Norman Fehli, membre du bureau exécutif du parti El Jumhouri. Bienvenue à vous, bonsoir. Et bien sûr, Monsieur Anwar Ben Nawa, membre du bureau politique du parti El Massar. Bonsoir, Mati. Bonsoir à vous. Alors, pour commencer, nous allons faire un récapitulatif comme c'est le thème de cette soirée. Un thème donc assez complexe, sûrement. On va passer 1 heure pour faire un bilan. On va commencer par le bilan politique. Alors, que pensez-vous du bilan politique de l'année 2012 au jour d'aujourd'hui? On va passer à 2013. Est-ce que l'année 2012 a été une année satisfaisante par rapport à un bilan politique? Est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je salue cette initiative parce que ça nous sort un peu du débat sur l'actualité et les réactions sur l'actualité. Au moins, on va faire un bilan, on va éclairer un peu l'opinion publique sur ce que s'est passé pendant toute cette année-là. Et vous commencez par le thème politique, ce qui est pour moi essentiel dans la mesure où cette période de transition, elle est faite justement pour qu'il y ait une avancée politique à tous les niveaux. Pour ma part, je considère, et ce n'est pas parce que je fais partie de la Troïka que je dois défendre nécessairement le bilan en termes positifs, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, à savoir que le bilan politique de cette période est, de mon point de vue, très intéressant et très positif. Et je m'explique. Il est très positif au niveau institutionnel. C'est-à-dire que nous reconnaissons aujourd'hui la liberté d'expression, elle est consacrée, et c'est une chose tout de même à saluer et à apprécier. Je ne mets pas essentiellement ça sur le compte du gouvernement. C'est le peuple tunisien qui a arraché ce droit. Mais il est en passe d'être institutionnalisé. Pardon. Institutionnalisé, oui. Voilà, et c'est ça le plus important. C'est-à-dire quand on reconnaisse au peuple tunisien le droit de s'exprimer librement, c'est une avancée considérable. D'autre part, nous avons quand même réussi tant bien que mal, à achever une première écriture ou une première version de un draft. Un draft, le premier draft de la Constitution. Ce n'est pas rien. Et parce qu'on a choisi la voie la plus, on va dire, la plus difficile. Mais alors qu'elle aurait dû être faite le 23 octobre 2011, quand même. Oui, mais on a choisi tout de même la voie la plus difficile, mais qui est aussi la voie la plus démocratique et la plus pédagogique. Dans la mesure où on a entamé un processus d'écriture qui associe les représentants du peuple. Et ça, c'est une donnée fondamentale dans le processus démocratique, parce que nous sommes tous en train d'apprendre ce que c'est la démocratie dans la pratique. Donc, on a une constitution qui est pratiquement écrite. Bien entendu, on va encore en discuter et c'est une bonne chose. Nous avons une liberté consacrée de fait, même si les projets de loi ne sont pas encore mis en œuvre 116 et 115 par rapport aux médias, mais ça va se faire dans les quelques jours qui viennent. C'est une bonne chose. Et il y a aussi au niveau des institutions, on va bientôt mettre en place l'instance supérieure pour la magistrature et pour la justice, et ça, c'est une chose aussi très importante. L'ISI, ou la loi qui concerne l'ISI, elle est déjà votée. Donc voilà, il y a des avancées très importantes. Selon vous, donc, au niveau politique, 2012 est une bonne année? C'est une bonne année, mais il y a quand même un bémol, parce qu'il ne faut pas dire que tout est parfait. Il y a un bémol, je dirais plutôt au niveau de la pratique. Et de la politique. De la politique et des instances, j'allais dire, de l'élite plutôt. De l'élite politique, je m'inclus là-dedans, je m'inclus moi-même dans la critique. C'est que notre élite politique, malheureusement, parfois, elle place le débat politique à un niveau qui ne rassure pas les Tunisiens. Parce que les Tunisiens ont besoin d'un discours clair, d'un discours honnête, mais surtout d'un discours qui met l'accent sur l'intérêt du pays et l'intérêt de la nation avant l'intérêt des partis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos de Seydi Ben Abbès? Moi, j'ai commencé à pratiquer la politique depuis moins de 2 ans, donc je ne comprends pratiquement pas la question. Tout ce qui m'intéresse, est-ce que le peuple aujourd'hui est un peu serein? Et je pense que le rôle du politique, c'est de lui donner cette sérénité. Est-ce qu'il a une visibilité? Et je pense que c'est le rôle du politique de lui donner cette visibilité avant de répondre aux 4 questions essentielles qui sont la première, le nombre d'emplois. Est-ce qu'autour de moi, j'ai vu plein de gens qui sont en train d'être employés, même une ébauche de ça, la sécurité, mon pouvoir d'achat et cette fameuse constitution, où en est-elle?
Si c'est ça la définition de la politique, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, pour être très... Il n'y a pas la visibilité, on a moins de visibilité que l'année dernière. L'année dernière, on a élu un nouveau gouvernement, une constituante dont à laquelle j'appartiens, et qui devait faire tout ça dans une année. Aujourd'hui, une année est passée, et nous n'avons pas, et je m'inclus dans le nous, à quelques exceptions près, nous ne sommes pas revenus vers le peuple pour lui dire, écoutez, on s'est trompé d'estimation, on s'excuse, on va faire notre travail dans ce laps de temps. Et cette absence de visibilité me semble un handicap à la sérénité voulue pour nos concitoyens. Et à partir de cela, je dis que c'est une année que globalement, on a fait des avancées, il n'y a pas de doute. On a fait des avancées, mais globalement, on aurait pu mieux faire. Monsieur Anwar Bennaou, donc membre du bureau politique d'El Massa, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement a échoué ou a réussi pendant cette année 2012? Je ne peux pas vous répondre sur cette question directement, savoir si le gouvernement a échoué ou a réussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2012, elle était difficile pour tout le monde. C'était une année bien particulière, c'était l'an 2 de la Révolution. Et cette année difficile, elle était difficile pour les chômeurs, avec un taux, ce sont les résultats du gouvernement, un taux de 17% au troisième trimestre, excusez-moi, avec un taux de 32,7% pour les diplômés. Elle était difficile pour la classe moyenne, avec l'effritement du pouvoir d'achat. Je peux encore m'avancer dans les chiffres. 5,5 de glissement du pouvoir. Si on l'augmente, il est à 7,6, etc. Elle était aussi difficile, pas uniquement, et là j'ai commencé à parler du bilan économique et social, mais elle était également difficile pour les magistrats, parce que nous ne sommes pas arrivés réellement à ancrer une vraie indépendance de la justice. Elle était difficile pour les hommes et femmes de culture, elle était difficile pour les journalistes, elle était difficile pour les universitaires, pour les hôteliers, et j'en passe. Elle était, personne n'est épargné, elle était aussi difficile pour le gouvernement. C'est normal, c'est une phase d'apprentissage de la démocratie. C'est un gouvernement issu d'une alliance, une alliance qui n'était parfois tout à fait, qui n'était pas d'accord. Et c'était une année difficile dans le cadre de l'Assemblée nationale constituante, parce que c'est vrai, c'est la première fois qu'on a eu des élections libres. C'est très bien d'avoir eu une Assemblée élue, représentative. C'était une photo de l'opinion publique à un moment, le 23 octobre 2011. Donc, l'année 2012, c'était l'année de la Troïka. Et là, nous sommes à l'heure des bilans. Nous voulons être optimistes. Parce que là, nous sommes en train de faire une rétrospective, mais quelque part, si on veut faire de la politique, on ne peut que donner un message d'espoir dans une période où notre objectif à tous, c'est réussir la transition vers la démocratie. Or, on assiste à quoi? Et vous aurez certainement l'occasion de le voir à travers l'exposé des différents événements, un taux d'endettement et un endettement qui est devenu très fort, très important, et on revient encore une fois à l'économie, un déficit très fort, des pratiques aussi, la violence qui se généralise, une politique qui doit être moralisée. La Ligue de la protection des révolutions, une milice peut-être aussi J'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau sécurité, d'accord. Si vous le désirez. Mais la généralisation de la violence, parce que ce n'est pas uniquement les attaques. Ce n'est pas uniquement l'UGTT, ce n'est pas uniquement des partis politiques, mais même la bombe artisanale, les terroristes, même le président de la République, même le président de l'Assemblée nationale constituante, ils ont fait l'objet d'une violence que nous condamnons tous. Mais cette ambiance-là, cette ambiance délétère, cette violence, vous sentez qu'il y a une ambiance électrique quand même. Bien sûr, et il est du devoir de tous les partis politiques d'être dans une démarche, du moins de présenter un minimum de sérénité pour les citoyens. Il est de notre devoir, j'estime, et on aura l'occasion d'en débattre du bilan, d'être non pas des politiciens qui réfléchissent aux prochaines élections. Et la Troïka donne l'impression parfois, et je pense plus que l'impression, qu'elle est dans cette logique électorale, que ses choix dans le cadre de la Constitution... C'est-à-dire que les visites qu'ils font sur les différents sites, dans les différentes régions, c'est déjà une propagande des prochaines élections pour vous ? Je pense que c'est quelque part légitime, je ne vais pas faire de la surenchère par rapport à ça, mais le fait que les choix constitutionnels, vous écouterez messieurs peut-être tout à l'heure, sur leur vision de l'avenir du régime politique, alors justement, sur les échéanciers, vous allez y voir une façon partisane de regarder l'avenir, de regarder les choses, et nous avons besoin d'un regard unitaire, de plus de consensus, et j'en aurais terminé très rapidement. S'il y a un échec,
morale, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est l'absence de capacité d'écoute et de dialogue. D'accord. Alors, M. Hamim, justement, par rapport à ce que M. Fehri a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Bilan politique, pour moi, c'était très riche en 2012. Hein. Il y a des points forts, des points Et je reviens vers vous. Hein. Oui, oui. Il y a des points forts, des points faibles. Il y a des hauts et des bas, mais c'était très riche. Hein. Le 27 décembre 2011, c'était une passation très civilisée entre le gouvernement de M. Essebsi et le nouveau gouvernement issu des élections du 23 octobre. C'était quelque chose d'agréable et de miraculeux pour les Tunisiens. Hein. Oui, mais bon, ça c'est très beau, tout est joli, tout le monde est content pour le 23 octobre. On avance par exemple par rapport à ce que M. Fehri a dit, donc qu'il y a eu certains échecs, etc., par rapport au gouvernement, beaucoup de déficits au niveau économique, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est tout à fait normal que, après la Révolution, actuellement pour un peuple libre, on est en voie de transition démocratique. J'ai dit que c'était très riche comme année. On a vu tout ce qui se rapporte à la démocratie, à la liberté et aux équilibres entre gouvernement et opposition. Il faut savoir que c'est la première fois dans notre histoire que l'on évoque cette question de démission de ministre. C'était positif, ça n'a pas été négatif. Hein. Il faut voir que cela, ça représente de nouveaux concepts pour les Tunisiens, pour les jeunes, pour l'avenir de la Tunisie. Cette notion d'opposition, les débats à l'Assemblée nationale constituante, c'est très intéressant. Hein. Actuellement, on a ce draft. Nous sommes actuellement au draft 2 de la Constitution. Je pense qu'il a été mis en ligne aussi. Oui, et on est en débat national aux régions depuis le dimanche dernier. Personnellement, je pense que le bilan 2012, il était positif dans le sens, je ne parle pas d'échec et de réussite. Ça, pour toute partie... J'aimerais juste présenter toutes nos condoléances à M. Atig, qui est mort donc, en allant à Sfax, pour justement dialoguer dans sa région. Voilà, M. Abid, excusez-moi. M. Atig, M. Abid. Donc, je voulais juste faire un petit passage par rapport à ça. Voilà. Donc, un bilan politique, c'est-à-dire le gouvernement, l'opposition, la société civile, la presse, disons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, je pense qu'il n'a pas beaucoup... Enfin, il a évolué, mais bon, il a encore beaucoup de problèmes. Il y a ces échanges-là. Ça ne peut être que bénéfique pour l'avenir. Hein. Voilà. Vous savez, dans la vie d'un pays, dans l'histoire d'un pays, pour moi, il s'agit de dynamique. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Est-ce qu'avec tous les chiffres justement, je vais y revenir. Très bien. Moi, ce que je regarde, c'est la dynamique. Est-ce qu'il y a une dynamique positive qui va amener le pays vers autre chose, autre modèle de société, autre projet politique, autre projet de coexistence ensemble pacifique ou non. Il me semble que la dynamique est positive. Bien entendu, dans ce parcours qui est certainement chaotique, on a vu d'autres expériences par le passé. Transitoire. Etc. Et il y a des hauts et des bas, il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais l'essentiel, c'est de voir la distance parcourue dans le temps. Et quand je regarde que pendant 2 ans, eh bien, il s'agit aussi dès le début de la Révolution, pendant 2 ans, je crois que la distance parcourue, elle est intéressante. On peut toujours voir le côté vide de la bouteille. On peut. C'est une façon de voir, c'est une façon aussi de nous inciter à toujours faire mieux. Et personnellement, je pratique cette méthode parce qu'elle est quand même incitative. Néanmoins, quand il y a quelque chose de positif, et notre peuple a besoin du positif, parce qu'il faut qu'on s'accroche à quelque chose, et il y en a, sans mettre des châteaux en Espagne, non, il y a des choses positives qui sont faites par les différents gouvernements successifs.
Je n'attribue pas cela uniquement au gouvernement actuel. Il y a des choses positives. Mais bien sûr, vous êtes passé de l'économie à la société, à la politique. Et évidemment, en prenant à chaque fois un exemple négatif, on a l'impression que le pays est dans un chaos absolu. Ce n'est pas le cas. Si vous me permettez, bien sûr, je pourrais aborder la chose sous un autre angle. Je ne suis pas dans une logique, je ne veux pas noircir le tableau, parce que quelque part, c'est le gouvernement qui l'a un tout petit peu noirci, c'est de votre responsabilité. Pourquoi ? Parce que, autant il y a quelque chose qui nous a unis tous, je suppose, c'est la volonté de réussir la transition vers la démocratie. Or, s'il y a deux phénomènes qui, personnellement, et au nom du Massar, qui nous dérangent, c'est d'abord la violence politique, qui est en train de se développer. On peut avoir du retard dans la Constitution. C'est vrai que le peuple vous regarde, vous êtes membre de l'Assemblée nationale constituante, je ne le suis pas. Demandez la parole, hein. Allez-y, on essaie d'interagir entre nous. On est vraiment là pour... J'accepte d'interrompre avec plaisir. Voilà. Mais le problème, c'est la violence qui se développe à tous les niveaux, comme je l'avais dit tout à l'heure, et c'est aussi une façon de pratiquer le pouvoir qui est réellement dérangeante. Je peux vous donner des exemples. Et alors là, sans porter atteinte à l'intégrité des uns et des autres, ça ne fait pas partie des habitudes de la maison. Mais quand des ministres refusent de faire des déclarations de leurs biens, quand on découvre, on dira en arabe que quand on travaille, mais quand on découvre qu'à un moment où il y a une volonté, où on cherche à instaurer une rupture par rapport à l'ordre passé, par rapport à ce qui existait avant, par rapport à la corruption, par rapport au népotisme, les partis politiques. Il est fondamental que les partis politiques soient exemplaires par rapport à ça. Il est important de moraliser la vie publique. Quand des ministres, je crois qu'il y a M. Abou qui a fait sa déclaration, etc. Mais à part M. Abou, il me semble, vous pouvez me corriger si mon information est erronée, aucun ministre n'a fait une vraie déclaration telle que la loi numéro 11-1987 le prévoit. Il y a ce nouveau concept de déclaration de biens. Ça ne va pas être parfait du premier coup. Même si on va déclarer maintenant les biens, est-ce qu'on a une base de données fiable? Monsieur... attendez. Oui. Est-ce que c'est défini, c'est normalisé, ce que sont les biens? Ça nécessite que l'on prenne notre temps. Dans toute réforme, dans toute évolution, il y a des étapes. Actuellement, on a un acquis, nous les Tunisiens, c'est qu'il y a cette notion de déclaration de biens. Après, il faut donner du temps... Attendez. Il faut donner du temps au temps. On est en train d'élaborer... On ne va pas s'attarder sur les déclarations des biens, on va avancer quand même. Moi, personnellement, j'ai consacré mon intervention à ce bilan politique. Bien sûr. Lorsque je vois qu'actuellement, on a déjà débattu de la loi de l'instance supérieure des élections, c'est important. On est en train de discuter maintenant le budget 2013. Voilà, donc les Tunisiens... Donc en Tunisie, on peut avoir une classe politique, on peut avoir un gouvernement, on peut avoir une opposition sans Ben Ali, sans le RCD et sans les Trabilsiyya. Donc on est en train de... Et sans Nidatoun ou pas avec Nidatoun. D'accord. Si je peux me permettre, et ça c'est une bonne chose, c'est que il y a ce concept d'exclusion qu'on va y revenir après. Mais je pense que quand on fait un bilan, il faut être précis. Il y a le bilan global. Est-ce que la sérénité sentie à la fin de l'année dernière et la sérénité sentie par le peuple sentie à la fin de cette année, quel était le meilleur sentiment? Je pense le peuple était plus serein il y a une année après la Révolution. Pas pour les mêmes défis. D'accord. Ce sont les défis qui ont évolué. Les défis qu'a eu le gouvernement du 27 février jusqu'au 23 octobre de M. Beji Qadr Sebti sont très comparables aux défis
au défi que ce gouvernement a. Je ne pense pas qu'il y a une grande différence. J'y arrive. Une petite différence. Après, juste, je vous laisse finir, évidemment. Je ne suis pas de ceux qui interrompent mes interlocuteurs. Sauf qu'à la différence près, c'est que pendant la période de Beji Caïd Essebsi, il n'y avait pas cette notion qui est incongrue, qui est anachronique, la notion d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout un arsenal de partis politiques qui sont là à la recherche de la moindre faiblesse de Beji Caïd Essebsi. Bien au contraire. Je parle au moins de mon point de vue, du point de vue du CPR. Nous étions là pour le soutenir parce qu'on savait très bien l'importance du travail qu'il devait faire et accomplir pendant cette période-là pour qu'il nous amène aux élections du 23 octobre. C'est une différence fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition systématique. Or, cette période de construction des institutions ne devrait même pas avoir une opposition au sens strict du terme. Je note... avec stupéfaction, avec je suis très choqué, honnêtement, de vos propos. Monsieur Blabès, et vous savez que je vous respecte en tant que personne, en tant que ministre, que vous dites que la notion d'opposition pendant l'année 2012 ne devrait pas exister. Je suis... Si je peux me permettre. Je pense honnêtement, c'est ce que j'ai entendu. Si je n'ai pas bien entendu, je m'en excuse. Non, vous avez mal compris. Si je me suis mal compris, je retournerai à l'école. Pour apprendre mieux à écouter les autres. Mais si je peux me permettre, revenons à nos moutons. Un bilan, ça compare un objectif par rapport à une réalisation. Ou ça compare justement, qu'est-ce qui a été réalisé par le gouvernement aujourd'hui ? Ça compare une année par rapport à une autre année. Bon, écoutez, très simplement, les 4 objectifs étaient très clairs. Alors, la Constitution, elle avait une Constitution à délivrer. Nous sommes en retard dans cette Constitution, mais cette Constitution a été révisée 2 fois maintenant. Nous sommes au pre-final draft, le draft final, et si nous sommes le 31 aujourd'hui, c'est qu'on l'a discuté 2 fois dans les régions. Il nous reste le 6 et le 13 à discuter. Donc, globalement, point de vue Constitution, on avance. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup. Maintenant, sur les 3 autres points, sur le plan sécuritaire, par rapport à l'année dernière, on est revenu. Sur le plan de l'emploi et le pouvoir d'achat, on est revenu. Ce n'est pas grave. Mais il faut le dire, il faut savoir, pour pouvoir se corriger, il faut avoir des métriques. Est-ce que nous avons atteint les objectifs que nous avons faits ? Oui, non. Quels sont les objectifs ? Est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas ? Eh bien, allons dans le détail. Sécuritaire, certainement pas. Oui. Économique, beaucoup moins, et on en parlera. Politiquement parlant ? Politiquement parlant, on n'avait pas écrit quels sont nos objectifs. Politiquement parlant, c'était la Constitution et les élections. Donc non. La réponse est non. Mais c'est peut-être le bilan politique... Développement régional ? Par rapport aux objectifs... dit absolument pas. Mais alors, finalement, il n'y a rien qui a été réalisé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés. C'est par rapport à ce qu'a dit je devais quand même réexpliquer. Peut-être que je me suis mal exprimé. Pour que ça soit clair quand même. Loin de moi l'idée. Et après, on passe au volet sécuritaire. Après, voilà. Il me semble que dans une période de construction démocratique, la notion d'opposition, je dis bien systématique et classique, au sens strict du terme, ne devrait pas exister. Pourquoi ? Non pas c'est pas pour interdire l'opposition, c'est pas du tout ça. C'est pour dire que nous devons construire ensemble. Nous sommes en train d'écrire une constitution, ce n'est pas pour un parti politique ou 2 ou 3 ou 5, c'est pour toute la Tunisie et pour des générations et des générations. Donc on devrait plutôt capitaliser sur les points positifs et les travailler ensemble. Ça, mais s'opposer. Non mais chose qu'on est en train de faire. Mais même pour le travail du gouvernement, si on veut construire notre pays, quel que soit le gouvernement de transition, je dis bien de transition, s'il y a des réalisations positives, pourquoi ne pas capitaliser là-dessus? Pourquoi ne pas les valoriser et construire à partir de là? Pourquoi faire de l'opposition systématique? Et j'ai fait la comparaison entre la période de M. Beji Caïd Essebsi, où il n'y avait pas cette opposition systématique qui aurait sapé le travail du gouvernement. Aujourd'hui, c'est tout de même, il faut le dire, il faut le reconnaître, que systématiquement... Comment
l'opposition a sapé, comment l'opposition a sapé le travail du gouvernement. Donnez-moi un exemple concret, s'il vous plaît. Écoutez, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Un exemple concret. Chaque mesure. On vient d'en discuter, ne serait-ce que tout à l'heure en coulisses, de l'initiative des transports en tricycle. Systématiquement, on a ironisé là-dessus. On a essayé de trouver que les points négatifs là-dedans, sans chercher à savoir quel est l'impact économique, quel est l'impact social, quel est l'impact environnemental. Rien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a ridiculisé l'initiative. Qui a dit ça? Non, mais monsieur. Quelle opposition? Allez-y. Mais c'est très important. Excusez-moi, je vous arrête parce que c'est très important. Qui a dit ça? Quelle opposition? Quelle déclaration? De quel parti? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que c'est le peuple qui rigolait là-dessus et le peuple n'est pas une opposition. Il n'y avait pas de position officielle, c'était des discussions. Non, mais c'est pour dire que voilà, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Et quant à la violence, il faut faire attention de ne pas l'imputer à la Troïka. Parce que la violence, elle est partout et tout le monde en est la victime. Donc ce n'est pas une affaire qu'il faut imputer au gouvernement. Je voudrais rebondir un tout petit peu parce que c'est que Abbès, il a abordé plusieurs thèmes à la fois. Je voudrais tout d'abord... Juste après, je vous donne la parole. Parce que M. Ben Abbès parlait d'opposition, de l'absence de l'opposition du temps du gouvernement de M. Qaïd Sebsi et d'une opposition farouche qui s'arrête sur tout, etc. Or, tout d'abord, on ne peut pas comparer l'incomparable. Sous le gouvernement de M. Béji Qaïd Sebsi, le gouvernement n'était pas composé de politiques, il était composé de technocrates, de personnes neutres qui n'étaient pas censées se présenter aux élections. Tout d'abord. Ensuite, pour la phase de transition. Tout le monde était en période préélectorale. Donc tout le monde était quelque part en campagne et était en train de travailler sur le terrain. Donc les gens ne s'intéressaient pas peut-être à l'action du gouvernement, sachant qu'il faut saluer l'action du gouvernement Qaïd Sebsi parce que quelque part, même en observant les chiffres, on constate que c'était plus ou moins efficace sur beaucoup d'aspects. On termine pour pas s'envoler, oui. Par ailleurs, la logique du fonctionnement, la logique parlementaire, parce que monsieur, la Troïka, elle n'a fait qu'instaurer une logique parlementaire à partir du moment où il y avait une Troïka. Quand il y avait une Troïka issue, c'est la majorité au sein de l'Assemblée nationale constituante, qui a donné lieu à un gouvernement, à partir du moment où on a parlé d'une Troïka, ça suppose qu'on parle d'une opposition. Donc, et cette opposition, d'ailleurs, je me rappelle de la discussion de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012. Et là, je me rappelle des interventions des représentants du groupe démocratique. Et parfois, on avait l'impression, même par rapport à des réformes de bon sens, même d'ailleurs concernant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale constituante, des réformes de bon sens. La réaction était une réaction partisane. Je peux comprendre, oui, il y a une logique de départ, les gens ne se connaissent pas, il n'y avait pas possibilité de débattre et de dialoguer. Mais venir, comme le fait très aimablement M. Abbès, nous dire que l'opposition fait de l'opposition systématique, tout d'abord, l'opposition, elle essaie d'anticiper. Certainement, vous étiez aux discussions sur les lois de finances. Les téléspectateurs aussi ont dû regarder. Les téléspectateurs ont remarqué que nos députés, nos représentants, ont fait des efforts, ont fait un effort de présentation. D'ailleurs, vous le remarquerez tout à l'heure, je ne serai pas dans une logique d'opposition systématique, je serai dans une logique de proposition, parce que le gouvernement, parfois, monsieur parlait des toc-toc ou des tuk-tuk, je ne sais pas exactement. Ouais, d'un tricycle. Or, il n'y a pas d'opposition systématique, mais c'est le gouvernement qui doit venir aux citoyens leur dire, bon voilà, c'est utile, ça aura un impact environnemental, ça aura un impact sur l'emploi, et non pas venir dire, on va importer 30 000 ou 20 000 tuk-tuk. C'est un effort, excusez-moi, monsieur, c'est un effort de communication et d'explication et de transparence que le gouvernement doit faire. Ce n'est pas à l'opposition de le faire, parce que discuter en off, c'est un plaisir toujours de le faire. Je vais vous donner un exemple. C'est normalement le gouvernement qui doit... Attendez, je vais vous donner un exemple encore plus explicite, parce que ça c'était en off et en coulisses. Mais là, je vais donner la parole quand même à monsieur Hamimi, parce qu'il n'a pas parlé. 30 secondes, s'il vous plaît. Politique étrangère, qui est un peu mon domaine. Rappelez-vous la première prise de position de ce gouvernement par rapport au problème, au conflit syrien. Rappelez-vous
toute l'avalanche, une véritable avalanche. Et on rappelle que M. Mazzourki a renvoyé l'ambassadeur syrien en Tunisie sans consulter personne. Il a pris ça, son initiative quand même. Non, c'est une décision courageuse prise au sein d'un gouvernement responsable. Est-ce que c'était le bon moment? Non, mais justement, on ne va pas revenir sur... Justement. Non, mais ça fait partie des points. Si vous suivez... Est-ce que la décision de l'ouverture des frontières avec l'Algérie fait partie du même... Mais restons sur le même point. D'accord, restons sur le même point, au moins. Mais le point qu'on devait aborder, ça serait la sécurité maintenant. Allez-y, alors. 30 secondes, 30 Je pense secondes. que c'est un point très intéressant, voilà, 30 secondes. Je lui accorde ces 30 secondes. Vous savez, dans tous les pays du monde, surtout quand il s'agit d'affaires étrangères, on respecte les décisions du gouvernement en question parce qu'il est au fait. Il est à même de savoir et d'assumer sa responsabilité quant aux décisions prises. Et on constate aujourd'hui, a posteriori, après nous avoir dit des choses parfois extrêmement virulentes, pardon ? Tel que... Mais des critiques, mais à ne plus en finir. C'est précipité, c'est pourquoi on prend des initiatives de ce genre, c'est pas dans nos habitudes, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'on a fait une révolution, qui n'ont pas encore compris que nous sommes un pays qui doit prendre des initiatives et qui doit s'assumer et prendre des responsabilités. Aujourd'hui, on voit que le monde arabe a suivi l'exemple tunisien, les Européens, les Occidentaux ont suivi aussi l'exemple tunisien, et on devrait tout de même en tirer des conséquences pour comprendre qu'un gouvernement doit être responsable, et quand il prend des initiatives intéressantes, il faut dire qu'elles sont intéressantes, et on peut les critiquer, bien entendu. La critique, elle est essentielle à l'action du gouvernement. Je suis obligé de vous interrompre, désolé. Monsieur Ahmed, alors... pour rejoindre Monsieur Hedi Ben Abbès. Au niveau de l'opposition, dans toute opposition, dans un cadre démocratique, il y a ce qu'on appelle les intérêts de la nation. Et donc, l'opposition systématique, ça ne marche pas. Je donne un autre exemple. Si on parle d'investisseurs étrangers, actuellement, on a des pays, on a un pays arabe qui est très bien connu, le Qatar, et on a la Turquie. Ah oui, le Qatar. Oui, oui. Le fameux sujet du Qatar. Oui, j'évoque cet exemple. Le Qatar, actuellement, il y a des puissances mondiales qui courent derrière le Qatar pour accueillir des investissements. Nous, en Tunisie, l'opposition refuse le Qatar puisqu'il s'appelle le Qatar. Est-ce que c'est ça? Il n'y a aucune justification. Qui prend? Je ne vis pas dans le même pays. Et indépendamment des exemples. Allez-y, allez-y. Indépendamment répondez-vous. Allez, non, je le laisse finir. Allez-y. Indépendamment des exemples, mettons-nous d'accord, puisqu'on ne sait jamais demain qui sera à l'opposition et qui sera au gouvernement. Mettons-nous d'accord, tout le monde, que pour le bilan politique, ou bien le bilan de l'année 2012. S'il y a des échecs, s'il y a des réussites, s'il y a des risques, s'il y a des dysfonctionnements, des points forts, des points faibles, OK, le gouvernement et la majorité en sont les premiers responsables, peut-être, dans un niveau ou dans l'autre, mais l'opposition en est responsable aussi. La presse en est responsable, puisqu'on est, après la Révolution, on est dans une situation de fragilité de l'État. Et donc, toutes les parties, les syndicats, les mouvements sociaux, la presse, la justice, la société civile, l'opposition, le gouvernement, l'Assemblée nationale... On est tous dans le même sac. D'accord. Et on est tous responsables. D'accord. Alors allez-y. Qui je ne crois pas qu'on vit dans le même pays, parce que personne a refusé le Qatar. Comme si Ahmed a cru sentir qu'il y a refus du Qatar. Non, il y avait des projets bien spécifiques. Certains, on a fait passer de lois. Moi-même, je les ai appuyés. D'autres, on n'était pas d'accord du tout sur le Qatar. Sont nos frères. Ils vont venir. On leur donne des projets sans competitive advantage. Mais on a vu les protestations. Mais on a vu les protestations contre l'émir du Qatar. Avant ces projets-là. C'est aimé. Le fait que M. le Président de la République a pris une décision provisoire, qui a pris une décision de renvoyer l'ambassadeur de Syrie, et que l'opposition a dit c'est une mauvaise décision,
est une excellente chose. Je ne vois pas, est-ce que l'opposition a empêché le président de faire ça? Elle a dit, il a fait cette action, je ne suis pas d'accord. Si le temps a donné raison à monsieur le président de la République, très bien, mais il fallait que les gens s'expriment. Le fait de l'utiliser comme exemple, dans la fameuse, les gens mettent des bâtons dans les roues, et quelque part, c'est ça qu'il faut qu'on change. Et ça, c'est pour l'année 2013. Il faut absolument qu'on évite ça. La deuxième chose, dans la politique étrangère, et je salue Monsieur le ministre, c'est le seul qui faisait des rapports trimestriels sur ses activités. Très bien. D'ici là, vous allez en faire le troisième. Mais je reviens à Sir quand on disait on est tous dans le même sac. Non, Sir on n'est pas dans le même sac. On est tous responsables. Non, on n'est pas tous dans le même sac, sans les propos de s'il vous plaît. J'ai dit qu'on est tous responsables. La Constitution, elle est faite par les 200... l'opposition... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des rôles, des responsabilités, des gens responsables et des gens qu'on juge leur travail. Le volet Constitution, on est tous dedans. Est-ce qu'il y a une opposition et un gouvernement dans la Constitution? Non, on travaille ensemble. Par contre, quand il s'agit de créer des emplois, quand il s'agit d'emprunter de l'argent, quand il s'agit de problèmes de sécurité, etc., on a élu un gouvernement pour délivrer ça. Quand il n'arrive pas à le délivrer, il ne faut pas dire qu'on est tous responsables de ce qui n'est pas arrivé. Parce que le monsieur qui mène la barque n'a pas fait son boulot. Oui. Alors, merci, monsieur Ferli. Alors, 30 secondes. Très rapidement, monsieur du Qatar, sur le Qatar, sur la Syrie, etc. Voilà. Ce qui dérange dans la pratique du gouvernement. On reviendra en Tunisie très rapidement. C'est la façon de fonctionner. C'est la façon de fonctionner. Parce que s'il y a un domaine qui doit être un objet de consensus national, ce sont les affaires étrangères. On peut avoir des visions différentes du développement régional, mais les affaires étrangères, c'est là où s'inscrit la continuité de la nation. Parce que, au-delà du changement d'opposition, qui sera dans l'opposition, qui sera dans le pouvoir, mais c'est l'intérêt national. L'intérêt national, c'est les rapports de la Tunisie avec l'étranger. Et il y a une continuité en matière diplomatique tunisienne. Depuis le temps des Beys, ça ne remonte pas au temps de l'indépendance. On a toujours eu d'excellents diplomates. Ce qui dérange dans un gouvernement de transition, dans un gouvernement qui doit discuter, qui doit débattre, je reviendrai tout à l'heure très rapidement sur le discours, sur la communication du gouvernement à l'égard de son opposition. Il aurait été souhaitable, c'est très bien que monsieur fasse des rapports, il aurait été souhaitable que le ministre des Affaires étrangères, si j'étais ministre des Affaires étrangères, je vous aurais convié, comme font les chefs d'État, parce que vous savez, en France par exemple, que la fonction de ministre des Affaires étrangères, c'est une fonction un peu particulière, qui demande du consensus, qui demande du dialogue, qui demande une capacité de débattre. On termine avec ça. Il aurait été souhaitable, au lieu de renvoyer, parce que l'impression que ça donne, et là je donne encore une fois, sur la façon de faire de ce gouvernement, c'est qu'on a l'impression que le président de la République, permettez-moi de le dire, sur un coup de tête, il décide de renvoyer l'ambassadeur de Syrie... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? L'impression, si vous me permettez, je continue. Vous voyez, je continue. Vous étiez jusque-là, vous étiez pas mal. Vous étiez pas mal. Non, monsieur, non, jusqu'à ce que je suis toujours pas mal. Je suis toujours pas mal. La Tunisie, c'est la locomotive. Attendez, s'il vous plaît, on va pas... La Tunisie, c'est la locomotive du printemps arabe. Qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement élu du peuple tunisien avec un régime qui chasse son peuple avec les armes lourdes? Monsieur, vous êtes en train de me faire un très mauvais procès parce que loin de moi l'idée de soutenir le régime syrien. J'ai juste pensé aux quelques centaines de Tunisiens qui étaient sur place et avec qui on n'avait aucun contact, on avait perdu aucun contact. Et monsieur pourrait nous dire... Vous dites des choses erronées. Monsieur, excusez-moi. Non, monsieur, vous allez me laisser parce que c'est des choses vraies. Donc, une fois, ce gouvernement ne présente pas... Je termine et il aura la possibilité de le dire si on a le temps. Au volet sécurité quand même. Ça fait partie quelque part parce que c'est la sécurité des Tunisiens. Et le fait de prendre une décision pareille donne l'impression que, avec la question du Qatar,
que notre façon de concevoir nos rapports internationaux, elle n'est pas évidente, on le fait par à-coup, par réaction, etc. Il aurait été souhaitable qu'il y ait un consensus national sur la question. C'est ce que nous, opposition, nous demandons. Pourquoi le gouvernement nous le refuse? On va peut-être sortir de là, mais on reste dans la méthodologie. Et ce que vos propos dénotent, c'est l'idée que, voilà, on vous a élu, mais vous ne devez pas gouverner, vous devez toujours systématiquement revenir vers nous pour avoir notre avis et avoir notre appui. Sinon, non mais ne me dites pas non, c'est ce que vous venez de dire. Il faut qu'il y ait un consensus. Mais monsieur, on assume notre responsabilité. Monsieur vient de dire, vous assumez votre responsabilité. Si vous avez raison, tant mieux. Si vous avez tort, on vous dira que vous avez tort. Et c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Mais il y a pas mal de personnes, je ne généralise pas, mais il y a pas mal de personnes quand même qui n'ont toujours pas digéré l'idée qu'on puisse avoir un gouvernement qui gouverne et qui assume ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est le cas. Il faut s'y faire. Bien entendu, tout n'est pas parfait, loin de là. Très bien. Je dis bien loin de là. Voilà. Et sur plusieurs plans d'ailleurs. Mais encore une fois, puisque nous construisons ensemble une démocratie. Très bien. Soyons honnêtes, ne serait-ce que vis-à-vis de cela, et de se dire peut-être qu'il y a des choses intéressantes à partir de laquelle on peut construire ensemble. C'est ça ce que je veux dire. C'est ça le message que je veux passer. Mais me dire systématiquement que c'est pas bon, ou alors pour que ça soit bon, il faut passer par nous, il faut passer par la consultation. Mais non, monsieur, parce que surtout en matière des affaires étrangères, c'est très très difficile de faire un référendum. À chaque fois, on doit prendre une... Je vais prendre la parole, je vais faire l'avocat du diable quand même par rapport au remaniement ministériel quand M. Hamadi Jbeli, ils ont consulté le Conseil de la Choura, qu'ils ont donné leur accord pour faire le remaniement ministériel. Alors si le Conseil de la Choura avait refusé, il n'y aurait pas eu de remaniement ministériel. Je suis en train de faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi... Non, mais ça c'est une instance de parti. Non, c'est une instance de parti. Est-ce que... Si je peux me permettre avec... oui, chacun doit assumer ses responsabilités, il n'y a aucun problème. Sur des sujets d'intérêt national, peut-être il faut plus de concertation sur d'autres, mais dans l'économie intérieure, c'est le problème du gouvernement. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des exemples intéressants dans ce gouvernement. Il y a des exemples intéressants qui sont faits. Par exemple, dans le développement régional, les clés de répartition qui ont été faites du moment de M. Beji Caid Essebsi, et j'ai participé moi-même à ce travail, ils ont été mieux marketés par le ministre du Développement régional et le budget complémentaire a été réparti de cette façon. Il y a quelques idées intéressantes. Mais sincèrement, même dans votre domaine, les affaires étrangères. Vous avez pris l'exemple de la Syrie, très bien. Mais il y a une orientation de ce gouvernement que je partage, un peu plus anglophone que francophone, un peu plus africophone. Et c'est les mêmes ambitions que l'ancien gouvernement et un peu plus arabophone. Monsieur Ferry, on passe au mais le point est le suivant. La Libye que nous avons aidée et que nous avons travaillé ensemble pendant les moments très difficiles. Nous avons mis nos familles ont hébergé les leurs, et c'est nos frères arabes, etc. Nous n'avons pas réussi à signer des contrats, et si je me trompe, dites-le moi, parce que ce que j'ai compris, qu'ils avaient signé des contrats avec la Turquie, des contrats avec l'Égypte, des contrats cadres avec plusieurs pays. Et alors que la Tunisie, avec toute l'aide que nous avons et tout le travail ensemble qu'on avait fait pendant le gouvernement de M. Beji Caid Essebsi, si je me rappelle très bien, Saïd El-Aidi, qui était ministre de l'Emploi, qui était dans la cellule de crise, qui allait avec le ministre de la Défense pour voir un peu plus vers l'avant ce qu'on peut faire, aujourd'hui, nous n'avons pas signé de cadre d'emploi. Alors là, je suis obligé de vous interrompre. Ça, pour moi, c'est un échec. Est-ce que je me trompe ou c'est faux? Si c'est faux, je serais heureux. C'est faux, parce que très bien, vous savez très bien que monsieur le ministre de l'Emploi a passé une semaine, il n'y a pas très longtemps, en Libye, et c'était justement pour ça, pour aller... On a signé. Oui, mais ça se prépare. Ce sont des choses qui se préparent. Excusez-moi, s'il vous plaît. On a les Égyptiens, les Turcs et nous avaient le même point de départ. Après quelques temps, eux, ils ont signé des contrats.
Nous avons fourni le plus d'efforts en tant que peuple et ce gouvernement n'a pas réussi à signer en même temps que ces gens-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas de contrat cadre pour caser mes jeunes chômeurs. Aujourd'hui, vous me dites, monsieur a fourni l'effort, mais on ne juge pas sur l'effort, on juge sur le résultat. Les résultats escomptés, il y a déjà quelques réalisations qui sont déjà faites, mais effectivement... Mais attendez. Quand le ministre a parlé d'emploi en Libye, on a crié au loup. C'est-à-dire, on a dit, c'est quoi cette histoire? Il nous offre des emplois en Libye. Donc, il y a aussi cette espèce, encore une fois, d'opposition systématique. À chaque fois, il y a une décision qui peut aller dans le bon sens. Mais je suis d'accord avec vous au moins sur un point. À savoir que ce n'est pas au niveau souhaité. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Non, mais attendez. Rassurez-moi, donnez-moi le chiffre. Non, mais bon, il y a eu quand même des accords par rapport au pétrole. D'emploi, s'il vous plaît. Non, mais d'emploi, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, c'est pas encore le cas. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais il y a un gros travail qui a été effectué. Est-ce qu'on peut passer au volet sécuritaire? Pour ne pas dire dans les mois qui viennent, non. On aura quand même des résultats tangibles. Ok, alors on passe au volet sécuritaire. Je ne peux pas faire d'effet d'annonce. Voilà. On passe au niveau sécuritaire, messieurs, si vous le voulez bien. Donc, on va venir aux récents événements qui sont les événements de Djerba. Pendant la réunion de l'Unituns qui s'est tenue à Djerba, donc des membres il paraît que des membres de la commission de protection de la révolution, les ligues de la protection de la révolution, ont coupé les lumières et ont attaqué les participants de la réunion. Nidituns accuse les forces de police de complices avec les agresseurs. Amal Alaïv, donc les yousfistes, voilà, donc Salah Ben Youss sont derrière l'attaque, puisque Béjir Kaïseb, c'est bourguibiste. Nidituns qui soulèvera une affaire donc, à la Cour pénale internationale contre Narda, dont 200 avocats sont derrière ce dossier. Ils accusent le CPR et Narda d'être derrière tout ça. Alors, quelles sont votre réaction par rapport à ça? Alors, parce qu'il s'agit de bilan annuel. On fait un bilan annuel, oui. Mais c'est les derniers événements en date. On revient à l'actualité. Donc, voilà. Mais le bilan, on fait le bilan. On peut faire le bilan, il n'y a pas de problème. On fait le bilan. Les événements de la Manouba, novembre 2011 à mai 2012, l'arrêt des leçons, l'acte, donc ils ont arraché le drapeau, l'influence sur les étudiants, les événements de Sejmel, la grève durant 54 jours, grève devant la télé nationale 50 jours, revendications, agression des journalistes, les événements du gouvernorat de Jendouba, les événements de l'ambassade américaine le 14 septembre, ça a été un scandale. Il y a eu des défections au sein des partis politiques, les événements de Abdallah, arrestation quand même de 162 salafistes. Non, mais voilà, j'énumère. Alors vous voulez incident de sourds de Mossad Bey. Monsieur Arwas, vous avez très bien sélectionné vos exemples, mais il n'y a pas un seul exemple qui inclut les locaux du CPR brûlés, les locaux de Nahda brûlés, et vous avez pris... Non, mais la liste est longue, j'y arrive. Mais ce n'est pas la peine d'énumérer tout, mais vous avez pris les exemples qui sont bien ciblés, d'autant plus que vous avez cité l'histoire de la Manouba. Vous savez très bien que le sit-in à la Manouba datait de 3 mois avant l'arrivée du nouveau gouvernement et que les salafistes étaient déjà à la Manouba et que M. Qaïd Sebsi n'a pas réussi à résoudre le problème et le gouvernement qui est venu après en a hérité. Mais le problème de la sécurité concerne tous les Tunisiens. La bombe artisanale, les terroristes algériens qui sont sur la frontière. On peut en citer beaucoup. Bien sûr, les cocktails Molotov jetés sur les manifestants. On peut toujours citer des exemples. De mais quel que soit, alors il faut être clair là-dessus. Alors dites-moi. Quels que soient les commanditaires ou les exécutants. Ou les milices. Qu'importe. Toute personne qui a utilisé de la violence, usé de la violence pour une raison ou une autre, doit être fermement condamné, mais sans la moindre équivoque. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de la sécurité des Tunisiens. Ce n'est pas la sécurité de tel ou tel parti, ce sont les Tunisiens qui ont besoin de sécurité. Alors, il en dépend. Notre économie en dépend, notre stabilité sociale en dépend, notre stabilité économique en dépend. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de polémique sur cette question, ni de se jeter de l'anathème par rapport à cela. C'est un problème national, c'est un problème auquel on doit s'attaquer tous unis, parce que le JTT a eu des accords avec la Troïka, le gouvernement, etc., qu'ils ont dit qu'on voulait, je pense, 10 à 15 jours pour dissoudre la Ligue de la protection de la Révolution. Est-ce que vous êtes favorable à cette dissolution ou pas? Sur le plan... c'est très simple, oui, non. Oui, non, voilà. Pas oui, non. Enfin, sur le principe, dissoudre toute organisation, qu'elle soit un parti politique, une association, de manière autoritaire,
le principe il est refusé. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on s'habitue à ce que ça veut dire les institutions et le respect des institutions. En revanche, alors, toute association, quelle que soit sa nature, qui utilise de la violence doit tomber sous le coup de la loi et qui peut aller, et de la justice bien entendu, et qui peut aller jusqu'à sa dissolution. Ça, très bien, c'est clair. Voilà, parfait. Alors, Monsieur Anwar. Alors, par rapport à la sécurité, par rapport à la violence, il y a tellement d'événements, tellement de situations. Le problème, parce qu'on ne peut pas en parler en une minute. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Benabès quand il dit que c'est un problème, ça concerne tous les Tunisiens. Il y a la sécurité des individus, il y a aussi la sécurité des politiques. Le problème, c'est que nous avons en face de nous, et je ne vais pas employer les grands qualificatifs pour qualifier les ligues de protection de la révolution, parce que cette révolution, si elle doit être protégée, c'est par notre Assemblée nationale constituante légitime et par notre gouvernement qui représente la majorité de cette Assemblée nationale constituante. C'est à eux de le faire. Je ne comprends pas que dans une logique d'un État, monsieur parlait de démocratie et d'État démocratique, je me permettrai d'ajouter d'un État qui est en transition vers la démocratie. Comment permettre, je ne connais pas ces gens, je les ai vus le 9 avril, ils nous ont tabassés, je les ai vus après, je les ai vus à la télévision, un peu comme tout le monde. Où est l'état de droit dans tout ça ? Où est le secrétaire général du gouvernement qui, normalement, depuis le 9 avril, aurait dû lancer une procédure de dissolution ? Où est quelque part la police républicaine ? Parce que là, sans vouloir stigmatiser la police nationale, où est le responsable politique de la police nationale? Parce que c'est à lui d'instaurer une sécurité, comme le disait monsieur, une sécurité égale pour tout le monde. Nous avons besoin d'une sécurité égale pour tous les partis politiques. Il est anormal, il est anormal qu'on s'attaque à la centrale syndicale historique du pays. Il est anormal qu'on s'attaque aux réunions de partis politiques. De partis politiques qui disposent d'un visa légal, qui ont une existence légale, etc. Comment on peut cautionner... Il est anormal, continuez. Il est anormal de s'attaquer à un meeting du président de la République et du président de l'Assemblée constituante. Monsieur, les téléspectateurs se rappellent que je l'ai dit dès le début de l'émission. Parmi les choses qui font partie de la violence. Nous n'avons pas de condamnation sélective de la violence. Parce que, et là, avec tous mes respects pour ce que vous venez de dire, quand le secrétaire général du CPR, qui est un monsieur responsable et pour qui nous avons beaucoup de respect, prend la parole pour dire que les ligues de protection de la Révolution, permettez-moi, corrigez-moi, mais c'est quelque chose dans cet esprit, sont l'âme de la Révolution. Alors, c'est une incitation à quoi ? C'est un encouragement à quoi? Moi, je demande, parce que la transition démocratique, entre autres, c'est les partis politiques qui peuvent la faire. Et il est important pour moi que s'il y a des gens qui sont sympathisants de Nahda, ou sympathisants du CPR, ou sympathisants Jomouri, ou sympathisants Massar, qu'ils aillent dans les partis politiques. Parce que c'est dans les partis politiques, et il est de la responsabilité des partis politiques d'encadrer leurs sympathisants et de ne pas se cacher, permettez-moi l'expression, derrière des associations, parce que les associations, ce n'est pas leur rôle de le faire, et de protéger la révolution. Très bien. Alors, monsieur Aynet, écoutez, allez-y. Une minute chacun, on passe à notre volet. Je pense que qu'en Tunisie, on a un petit reportage. Tout en étant dans un état de droit, mais on a plus de liberté que d'exclusion. On a besoin plus d'associations que de dissolution d'associations. De ligues ou d'associations On applique la loi. Il faut que tout le monde évite la violence, bien sûr. Ce n'est pas du tout accepté. Même la violence politique n'est pas acceptée. Vous qui faites partie des membres de Nahda, est-ce que les ligues de protection de la Révolution sont des milices de Nahda, d'une partie de Nahda? Est-ce que c'est oui ou non? Tout simplement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Très bien, continuez. Je termine. Pour le remaniement ministériel, c'est une question du gouvernement. On l'attend depuis août. Oui. C'est la presse. C'est la presse qui évoque ce remaniement ministériel, mais c'est une question qui revient au gouvernement, peut-être à l'Assemblée constituante. Mais derrière tout gouvernement, il y a des partis. Ces partis, il y a bien sûr des structures, telles que le Majlis Choura, mais ce n'est pas le Majlis Choura du mouvement Al-Nahda qui décide. Ça, ce sont disons, les consultations. La vie interne du parti, mais ce n'est pas du tout le décideur final. Sur le volet sécuritaire, alors. Sur le volet sécuritaire.
Parce qu'on a quand même remarqué beaucoup de violence pendant un an. Oui. Énormément de violence. Vous venez de citer... Beaucoup de grèves de la faim, beaucoup de... Vous venez de citer une vingtaine d'événements. Un petit peu moins quand même. Oui, même une trentaine d'événements auxquels on trouve dans tous les pays du monde. Oui. Même aux pays les plus stables. On peut trouver des événements pareils. Le gouvernement de la Troïka n'a pas prétendu qu'en fin de 2012, il y aura la sécurité totale et qu'on aura la stabilité. Mais vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs quand même, attendez. Par rapport à ça, non? Attendez, il y a des limites, pas des erreurs. D'accord. Mais lorsqu'on parle d'une étape post-révolutionnaire et que l'on est en phase de permettre aux gens d'exprimer leurs droits et de vivre leur liberté, c'est ça la gestion du ministère de l'Intérieur. Autre chose, lorsqu'il s'agit d'affaires avec les minorités intégristes dans tout le monde, on peut avoir le calme absolu. Une année, 2 années, une décennie, mais par la suite, lorsqu'un événement ou bien un trou au niveau de la sécurité survient, le citoyen perd toute confiance et on revient au point zéro. Donc il s'agit là, en fait, pas d'échec du ministre de l'Intérieur ou bien du gouvernement. Monsieur Ali Al-Raïd, oui. Il s'agit d'une particularité, d'une lutte contre ces groupes minoritaires intégristes et auxquels il y a toujours, de temps à l'autre, il y a des échecs. Très bien. Et ici, et c'est à ce niveau, bien sûr, on revient à la question d'intérêt de la nation et du rôle de l'opposition. Monsieur Norman Ferri. Oui, sur le point sécuritaire, c'est un point d'intérêt national. Oui. C'est là où il y a vraiment, il va falloir qu'on se réveille. Que les Tunisiens ont peur aujourd'hui, sûrement. Vous savez, la sécurité et les réseaux qui sèment la panique, c'est comme un cancer. Si on ne les identifie pas au départ, comme des virus, si on ne les identifie pas au départ, ils se propagent partout et ça devient de plus en plus difficile. Sur ce point particulier, personnellement, j'avais demandé avant le 14 septembre à monsieur le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, je lui ai donné un listing d'une vingtaine, à peu près 14 exactement, d'événements, dans les événements qui ont les partis politiques, y compris ceux du Troïka, y compris ceux qui ont agressé les gens qui sont dans la Troïka et les autres. Et je lui dis, voilà la liste des événements, s'il vous plaît, donnez-moi la liste des arrestations et après, donnez-moi la liste des jugements là-dessus. Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas fait. Je l'ai redonné après le 14 septembre, il n'a pas été fait. Tout ce que je peux dire, c'est un sujet. Il y a eu 4 morts, 4 jeunes, pour les éléments de l'ambassade. De l'ambassade. 4 jeunes morts. De tendance salafiste et qui sont morts, c'est 4 morts de trop. Il y avait un mort à Nafta, M. Nagli, c'est un mort de trop. À Tataouine. À Tataouine. Il y a un mort dans la garde nationale, protégeant nos côtes, c'est un mort de trop. Il y a eu plusieurs blessés à Celiena, et certains ont perdu au moins une partie de leur vue. Une dizaine de cas. Et c'est des blessés de trop. Et tout ça, il faut arrêter. C'est notre politique sécuritaire n'a pas été la meilleure, je dis bien notre, comme pays, n'a pas été la meilleure, simplement parce qu'au départ, les décideurs étaient partisans parce qu'il y avait, pas par des calculs partisans, non, parce que ça leur posait un problème de dealer avec une certaine situation. Aujourd'hui, je pense que le message est passé, y compris chez M. Al-Raïd, que le ministère de l'Intérieur, je pense et j'espère, doit être géré en ministère indépendant, ou bien il donne sa démission de son parti et il tient le ministère, ou bien il donne sa démission du ministère pour rester au parti. Très bien, messieurs, je vous propose de regarder un micro-trottoir qu'on a réalisé et on revient tout de suite sur le plateau pour en débattre. Que pensez-vous pour 2013 ? Catastrophe. C'est un gouvernement zéro.
On n'a pas de gouvernement en Tunisie. Beaucoup de désespoir. Beaucoup de désespoir. J'espère beaucoup de bonheur pour la Tunisie, mais on est dans un tunnel où on ne broie que du noir. Je suis un peu pessimiste. Espérons bien que ça passera une bonne année. Je pense que ça va passer pour le mieux. On espère tous que le pays va se stabiliser parce que maintenant c'est la dégringolade. 2012, ce n'est pas une année qui s'est bien passée. Et 2013, ça va être pire. L'espoir, franchement. On a passé une année catastrophique du plan social, politique. C'était une catastrophe. Donc l'espoir. 2013, c'est l'espoir et le rétablissement de l'état de notre pays, tout simplement. 2013, je suis moitié pessimiste, moitié optimiste. Vu la violence qu'il y a, j'espère qu'on va essayer de contrer cette violence. La société civile est très alerte. J'espère qu'ils vont nous faire une constitution que nous méritons parce que le projet actuel est bon pour la poubelle. Il prépare une Tunisie afghane, c'est-à-dire où la femme n'a pas un rôle extraordinaire. Voilà, on est en train d'essayer de faire pression sur cette assemblée qui est pour la plupart rétrograde pour la pousser vers la démocratie, vers une vraie démocratie. J'espère une bonne année pour tout le monde. J'espère qu'elle sera une bonne année, hein, pleine de réussite pour le pays, hein, et pour tout le monde. Voilà, donc on a vu donc, le micro-trottoir, on a vu donc, les résolutions de certaines personnes qu'on a pu interroger dans la rue pour 2013. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, elle est comme toute réaction après un micro-trottoir. C'est-à-dire que bon, un micro-trottoir, il vaut ce qu'il vaut, il est quand même un peu sélectif. Ce qui apparaît le plus, en tout cas, c'est le pessimisme ambiant. C'est-à-dire qu'il y a la sinistrose absolue qu'on a entendue. On aurait pu peut-être aussi tomber sur quelques personnes dans la rue qui ont un peu plus d'optimisme dans leur langage. On termine avec ça. Mais ça ne me fait rien, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Encore une fois, la responsabilité nous incombe à nous tous et les politiques en priorité puisqu'ils ont les outils en main pour décider un peu, en tout cas, la violence est ressortie quand même. La destinée, ils ont peur, les gens. La destinée de notre pays. Je crois que la Tunisie, malgré tout ce qu'on peut dire, effectivement, il y a eu des échecs. Il y a eu des moments très difficiles. La période, elle est très difficile. Mais le bilan, il est ce qu'il est. Mitigé, je vous le concède, mais il n'est pas si négatif que cela. Encore une fois, moi je capitalise sur le bilan politique parce que c'est l'essentiel, c'est sur cette base-là qu'on va construire. Aucun gouvernement de transition ne peut réussir la transition comme on le souhaite. Encore faut-il que ce gouvernement puisse avoir le soutien nécessaire. Je vous donne un exemple très simple. Parce que moi j'aimerais bien... C'est pas l'histoire de la grenouille. Non. Moi j'aimerais bien tout de même revenir toujours à l'histoire et comparer ce qui est comparable. Vous savez, la transition après la révolution polonaise, il y a eu un pacte qui a été signé entre les différentes parties et les partenaires sociaux. Le pacte était très simple. Vous allez nous donner une trêve de 5 ans. Et c'était le syndicat qui l'a décidé. La trêve, elle a tenu que 3 ans, mais tout de même. Et les gens faisaient la queue pendant des heures pour acheter un pain. Est-ce qu'on a eu ce genre de choses? C'est ce qui a fait aussi, je dis pas que le gouvernement n'y est pour rien, non, c'est ce qui a fait aussi que la période de transition est difficile. C'est ce qui a fait aussi que le bilan économique reste tout de même en deçà de nos espérances, parce que nos espérances sont très très élevées. Néanmoins, vous savez très bien que le taux de croissance en Tunisie a augmenté. Vous savez très bien quelle est la distance, d'où on venait, où nous en sommes. C'est pas bien, c'est pas assez, il en faut beaucoup plus, je suis 1000 fois d'accord. Mais tout de même, on a enregistré une amélioration. Le tourisme est revenu, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour le pays. Je ne parle pas en termes de parti. Pour moi, le parti, je l'ai dit, je le répète, et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, le parti politique n'est qu'un instrument au service du pays, et ce n'est pas l'inverse. Très bien. Pour moi, le pays passe avant tout. Très bien. Et pour qu'il passe avant tout, on termine avec ça, c'est la fin de l'émission, donc on termine avec un tour de table par rapport à ça. Participer à son développement. Très bien, merci beaucoup Seydi Ben Abbès. On passe à vous, monsieur Anouar Ben Nawa, membre du bureau politique El Massar.
Ce qui ressort un tout petit peu au-delà de l'échantillon que vous nous avez présenté, c'est qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'énergie. Forcément, c'est un échantillon. Il y a beaucoup d'énergie positive. Interroger tout le monde. Il y a beaucoup d'énergie positive. Il y a une volonté de réussir. Si le pays s'en sort quelque part, c'est parce qu'il y a de l'espoir. C'est parce que les gens ont envie de travailler, ont envie d'avancer. Il est de la responsabilité des politiques d'apporter, de montrer qu'il y a une possibilité, qu'il y a une issue. Et là, j'en reviens au bilan politique. Le bilan politique, si on n'arrive pas, nous, partis politiques, au pouvoir ou à l'opposition, de trouver un vrai consensus national sur l'échéancier à tenir, parce que là, l'échéancier, on ne connaît pas encore. Quand est-ce qu'on va avoir les élections? Quelles vont être les élections? Au-delà des surenchères par rapport aux dates. Parce qu'il va falloir, et là c'est un calendrier que nous proposons, il faut finaliser la constitution de l'autorité des élections. Il va falloir finaliser la composition et de l'autorité sur les médias, de l'instance indépendante qui va veiller sur la justice judiciaire. Il va falloir mettre en place très rapidement la loi électorale et finaliser la constitution. Une constitution, cette constitution, pour qu'elle soit réellement la constitution qui bâtira l'avenir de générations futures de Tunisiens, il faut que ce soit une constitution consensuelle. La constitution ne représente pas du tout la femme. Alors, on n'a pas eu l'occasion de débattre, mais bon, ça c'est l'échantillon. C'est l'échantillon, elle exprime une position personnelle, légitime, comme il pourrait y avoir des gens qui vous disent que bon voilà, c'est une constitution excellente, magnifique, etc. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses. Peut-être que durant cette émission, on n'a pas eu l'occasion de tout aborder, parce que réellement, il est nécessaire de moraliser la vie politique. Nous sommes au début de la transition démocratique. Il est important de bâtir une transition démocratique saine, avec des partis sains, avec des pratiques saines. C'est tout à fait normal parce que ça dépend, c'est de notre image à tous que dépendra, entre autres, le succès de la transition de la démocratie. Alors, Monsieur Ahmed, membre du Conseil de la Choura et membre du parti Nahda, par rapport à BTR et bien sûr par rapport à vos résolutions pour 2013. Oui, bien sûr, je respecte les points de vue évoqués. Bon, c'est la Tunisie libre. Il faut donc avoir ce point de vue, l'autre, la perception de tout un chacun. La réalité, elle est partagée. Et donc, la perception des Tunisiens, c'est ce qui compte. Mais le rôle des médias, c'est de faire en sorte de refléter le point de vue de tous les Tunisiens et d'essayer d'élargir au maximum, de manière fiable et fidèle, l'opinion publique. Cela permettra aux politiciens, bien sûr, de corriger et de peut-être rectifier le tir. Et donc, c'est le dialogue qui devra continuer intra-classe politique, au sein de l'Assemblée nationale constituante, avec la société civile, entre nous tous, les Tunisiens. C'est le dialogue, c'est le consensus qui fera le mieux de la Tunisie. Personnellement, je reste toujours optimiste. Je vois qu'on est en train d'avancer. Ce n'est pas une question de gouvernement ou bien de majorité ou bien de Hizb al-Nahda. Je vois que la Tunisie est en train d'avancer. On a des acquis. On est en train de construire. Le développement régional, le gouvernement n'a pas prétendu qu'il va pouvoir atteindre on n'a pas eu le temps de parler beaucoup du développement régional. Ce développement régional en une année, le gouvernement était courageux. On n'a pas vu beaucoup de projets quand même cette année par rapport au gouvernement, mais bon, il faut dire aussi que c'est assez court aussi. Le gouvernement était... Je vous donne une indication. Le gouvernement était... Le taux de décaissement attendez, projets dans les zones de développement régional prioritaire. Le gouvernement était... Pour confirmer un point, vous savez, on va retenir quand même 2 ou 3 éléments positif, parce qu'il faut terminer sur une note positive. Nous avons une constitution, grâce à vous, grâce à votre acharnement, il n'y a pas que vous, mais tous les membres de la Constitution, mais vous en faites partie, grâce à votre acharnement, vous êtes arrivés quand même à écrire la Constitution. 1, c'est très important et fondamental. 2, une croissance qui a quand même augmenté, on est à 3,5 peut-être %. 3, 91 000 emplois quand même créés.
voilà, il y a quand même une petite effervescence qu'il faut tout de même saluer. Monsieur termine. Alors, si Monsieur Ahmed, vous terminez, allez-y. Je vois qu'on est en train d'avancer. Le gouvernement était courageux au début de 2012 avec ce budget complémentaire d'opter pour cette relance économique. Il est en train de continuer au même sens. On est en train d'améliorer les chiffres, mais la réalité, ce sont les Tunisiens qui vont le dire. Pas en une seule année. Pas en une seule année. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Pas en une seule année, mais on y parviendra, ça j'en suis sûr. Merci bien. Alors, monsieur Norman Fehli, membre du bureau exécutif d'El Jumhouri. Trop de choses à dire pour un réveillon, pour... écoutez, pour que ça soit digeste. Non, mais les principaux points, voilà. Écoutez, l'année 2013 sera... par rapport au reportage qu'on a vu, au micro-trottoir. Un micro-trottoir n'est pas un sondage. Voilà. Donc, il y a une idée qui apparaît. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont une autre vision des choses. Une autre vision, mais les sondages que les Tunisiens montrent que les sondages sont plus pessimistes, les Tunisiens sont plus pessimistes qu'optimistes, ça c'est clair. Bon, maintenant, l'année 2013 sera plus difficile que l'année 2012. Donc on doit se préparer à quelque chose de plus dur. Par contre, on réussira mieux. D'accord. Sur le plan politique? Sur le plan politique, peut-être économique, ça sera plus difficile, mais sur le plan social, si on travaille, si on s'écoute plus et on travaille plus. Vous êtes pour un dialogue national ou pas? Absolument, j'y arrive. Il faut donner une visibilité avec un calendrier. Vous savez que j'ai envoyé une lettre à tous les 217 députés. Il y a un calendrier, il faut le faire très rapidement. Et une fois qu'on a fait ce calendrier, il faut qu'on se rassemble pour donner une vision à ce pays. Les gens qui ont participé les nouveaux, ce que j'appelle les nouveaux politiques, les nouveaux politiques sont venus pour maximiser le potentiel de la Tunisie. Des fois, on a l'impression qu'on est en train de sauver les meubles. Sauvons les meubles, bien sûr, mais revenons pour maximaliser le potentiel de la Tunisie avec une vision, avec un plan stratégique, etc. Alors, justement, comment on peut y arriver? Je fais un appel solennel aux 217 députés qu'on est en train de travailler ensemble sur un calendrier, mais à 7 partis spécifiques et à 7 leaders de partis. Et je vais me permettre de les nommer. M. Rannouchi, M. Sebsi, M. Chebi, M. Bedjafar, M. Marzouki, M. Hamma Hamemi et M. Ahmed Brahim. Ces 7-là représentent, j'ai mentionné M. Moussa Bedjafar, ces partis-là représentent plus de 90% de l'électorat tunisien aujourd'hui. Je leur demande de se mettre ensemble autour d'une table et de se mettre d'accord sur une vision pour la Tunisie et sur un calendrier. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les 15 jours, je leur demande sympathiquement de ne pas continuer à faire la politique et de laisser aux autres qui veulent faire avancer ce pays. Vous pouvez le faire, messieurs, vous pouvez le faire, mettez-vous d'accord pour ce pays. Merci. Sur le plan politique, vous avez parfaitement raison de vouloir rassembler, et ça, je m'inscris dans la même direction. Mais je pense aussi qu'au niveau du gouvernement, il va falloir tout de même, et c'est ce qui va se faire dans les prochains jours, améliorer le pouvoir d'achat. Ça, c'est une nécessité absolue. Les Tunisiens n'en peuvent plus. Et c'est dû à des tas de raisons endogènes et exogènes. Et vous le savez très bien, il faut que le calendrier soit clair, et je suis parfaitement d'accord. Il faut aussi avoir des projets, mais réalistes. Parce que en 7 mois, en 8 mois qui restent, il faut quand même toute raison gardée. Il y a des projets faisables. Pour défendre le pouvoir d'achat, pour défendre le pouvoir d'achat, pour créer l'emploi, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait de la croissance. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait de la visibilité par rapport à ce qu'on veut faire en matière de transition vers la démocratie. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait du dialogue pour pouvoir dépasser, du dialogue sérieux et pas uniquement sur les plateaux de télévision. 2 secondes, pas plus. Messieurs les Tunisiens, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'autre. C'est très important pour qu'on puisse y arriver. Voilà, sur ces belles notes, justement... C'est l'Assemblée nationale constituante qui devra faire la locomotive de tout ça. D'accord, voilà. On finit sur ces belles notes. Bonne année tout le monde. Bonne année 2013, meilleurs vœux. Bonne année, bonne santé. Voilà, c'est la fin de cette émission Débat News sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité sur Tonosna. Bonne fin de soirée. Bonne année tout le monde. Meilleurs vœux, bonne santé. Et faites la fête, buvez pas trop et sortez couverts.